de Rav Kook. Rav Kook, c'est un très grand personnage. C'est une personnalité hors du commun qui a la particularité d'avoir été grand dans de nombreux domaines. Il était un très grand possède. Ses livres de Halacha, Ezrat Cohen sur Even HaEzer, Da'at Cohen sur Yeredea, c'est 6-7 volumes très gros avec petits caractères, énormément d'échalotes ou tchouvot de très très grande profondeur. C'est aussi un homme de la pensée juive. Il a renouvelé l'étude de la Emouna. Alors il a énormément de livres. Là, on va étudier avec vous le premier chapitre de Oroth. Oroth qui veut dire lumière. Mais il a fait d'autres choses encore. Il était le grand rabbin d'Israël avant qu'Israël n'existe. Il a fondé le grand rabbinat. C'était un homme d'action aussi. Un homme de pensée. C'était aussi un très grand kabbaliste. Son livre Oroth HaKodesh est basé sur la Kabbale, sur la Kabbalah. C'est un petit peu enveloppé. C'était un très grand kabbaliste, un très grand homme du Pshat, un homme aussi qui a commenté les Agadot, c'est-à-dire Ish Eshkolot, un de tout. Un des tout grands penseurs du monde juif du XXe siècle. Et il a une importance qui dépasse sa génération. C'est quelqu'un qui a une importance pour beaucoup de générations. Il a eu le grand mérite d'avoir réconcilié le judaïsme avec le mouvement sioniste. Parce que le mouvement sioniste n'était pas foncièrement religieux. Certains même étaient contre. Alors la tendance rabbinique a été de s'opposer à ces mouvements-là. Grâce au Rav Kook, qui a compris des choses extraordinaires, on ne va pas pouvoir toutes les expliquer maintenant, qui a compris des choses extraordinaires sur ce qu'est un juif. Il s'est basé sur la Kabbalah, sur ce qu'est un Ben d'Israël, pour comprendre que même des gens éloignés ont une très grande kedusha, une très grande sainteté. Et alors il a pu réconcilier le monde du judaïsme, de la Torah, avec le mouvement sionisme aujourd'hui. Si dans l'État d'Israël, eh bien, vous avez eu une présence religieuse, que l'armée elle est religieuse, que le Shabbat est le jour du 7e jour et pas le 8e jour, etc., etc., on le doit dans la Neshama profondément à ce très grand homme. Il a aussi fait des choses qui sont très techniques. C'est inimaginable tout ce qu'il a fait. C'est dans une vie, enfin une vie c'est pas éternel, c'est pas comment on a fait tout ce qu'il a fait. Alors le texte que nous allons étudier aujourd'hui, c'est un texte sioniste. C'est un texte qui parle d'Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Alors il a une vision de qu'est-ce que c'est un Israël. D'ailleurs on a étudié ça mardi soir. C'était un texte très beau. Savoir qu'est-ce que c'est la Kedusha d'un Israël. Ici, c'est un texte qui va parler de ce qu'est Eretz Israël. Et si je vous demande à vous, aux chers élèves, qu'est-ce que c'est Eretz Israël pour vous? Quelle réponse vais-je recevoir? Terre Sainte. Hein? La Terre Sainte. La Terre Sainte. Qui c'est qui me dit ça? Comment tu t'appelles déjà? Nathan. Nathan nous dit, c'est la Terre Sainte. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ça, la Terre Sainte? Tu vas m'expliquer un petit peu? Ça veut dire qu'elle a été donnée par Dieu. Elle a été donnée par HaKadosh Baruch Hu. Première réponse excellente, Kochavit pour Nathan. Quelle d'autre explication avez-vous à me proposer? Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Comment tu t'appelles? Moshe. Je crois que c'est écrit dans Kuzari que c'est une des trois parties de Israël, que Israël c'est composé du peuple, de la Torah et de la terre. C'est une des constitutions de notre identité.
Magnifiquement dit Rabbi Moshe. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Moi j'aurais dit c'est le pays des Juifs. Ah voilà. Explication simple. C'est donc du Pshat. Comment tu t'appelles? Jérémie. Jérémie. Eh bien, c'est notre pays. C'est le pays des Juifs. Alors, pas tout le monde est d'accord, mais nous on est d'accord. Alors, très bien. Encore une explication. Le pays des Juifs, pays où les Juifs peuvent habiter. Bon, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Eh bien, on va dire maintenant ce que dit le Rav Kook à propos de ce qu'est Eretz Israël. Eretz Israël einena davar chitzoni. Kinyan chitzoni laumma. Rak betor emtsa'i. Le matara sh'atadgut haklalit. Varzakat kiyumo hachomri ou afilu haruchani. Il fait allusion ici à une conception juive de ce qu'est Eretz Israël. Je l'ai trouvé en toutes lettres dans le commentaire de Meiri, un très grand sage du sud de la France, qui explique, donc tout votre page 110, explique de Meiri pourquoi Eretz Israël c'est important. Pourquoi la Gemara dit que nous devons vivre en Eretz Israël. Alors il dit, comme expliqué Jérémie. Mais c'est le pays des Juifs. C'est là où on peut vivre ensemble. C'est là aussi on va pouvoir développer notre Torah. Parce qu'il dit, voilà, il y a Gemara qui dit qu'il vaut mieux habiter en Israël, même dans une ville à majorité non juive, que d'habiter par exemple à Lod ou à Yafo, que d'habiter en dehors d'Israël. Aujourd'hui c'est plus Sarcelles, peut-être le 16e, peut-être le 17e, peut-être le 19e, que d'habiter donc en Rousselarets, dans une ville, un quartier à majorité juive. Pourquoi? Explique le Meiri, parce que fondamentalement, le pays des Juifs c'est Eretz Israël. Par conséquent, en Eretz Israël, on peut vivre ensemble. On peut s'organiser. Alors, même si on ne peut pas s'organiser maintenant parce que c'est la main d'un goy, mais ça va venir. Et grâce à cela, on va pouvoir s'organiser, et notre vie matérielle, et notre vie spirituelle. Un peuple, il a besoin de quoi pour pouvoir se développer? D'une terre, d'une géographie. On ne peut pas être un peuple à part entière sans géographie. Donc, Eretz Israël, c'est la géographie du peuple juif. Voilà. C'est un petit peu ce qu'a dit Jérémie. Alors, vient Rav Kook et nous dit non, vous n'avez pas compris, c'est pas ça Eretz Israël. Enfin, c'est ça, mais c'est pas seulement ça. Bien sûr que c'est ça. C'est très très important cela. Ce premier niveau tout bas est un niveau très important qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'effectivement, en Eretz Israël, on peut les tagdout. En Eretz Israël, le peuple juif, il vit ensemble. On vit ensemble, on n'est pas toujours d'accord. C'est normal, on est des juifs, on n'est pas tous de la même opinion. Non? Mais on est condamnés, entre guillemets, à vivre ensemble et à s'organiser une vie collective. Donc nous pouvons vivre en tant que peuple. En Rousselarès, on ne vit pas en tant que peuple, on vit en tant qu'individu. Alors c'est vrai que la synagogue, très important, les synagogues, les écoles juives, c'est un petit peu un endroit, comment on dit, exterritorial. Alors aujourd'hui, il paraît que c'est plus que notre école que tu as fréquentée. Il y avait des barrières, n'est-ce pas? Elles étaient hautes? Non, 1,50 m, 2 mètres. Alors ils rajoutent 3 mètres, la France aussi. Ils payent maintenant aujourd'hui de faire ça devient une muraille. Alors non seulement qu'il y a des soldats dedans, dehors, machin, c'est comme ça aussi à Créteil. À Observatoire. Observatoire. Je pense pas d'étudier là-bas. Ah, t'as étudié où? Mon collège, j'ai fait Observatoire 13e. Et d'abord aussi de voir la police, non? Mais pas quand je l'étais. Pas quand tu étais toi. Eh ben,
alors on a du mérite à Israël. D'accord? Israël, la police. Enfin, pas la police, l'armée. Hein? L'armée, tout le temps. Et maintenant, des grandes murailles. Alors vraiment, c'est comme une ambassade. Hein? C'est à part. D'accord? Mais c'est petit. C'est pas vraiment un peuple. C'est une communauté. C'est déjà bien. C'est très important, les synagogues. Très, très important à cause des synagogues. Parce que c'est ce qui nous reste d'une synagogue, de quelque chose qui fait de nous un peuple. Hein? Un Beit Knesset, c'est sûr, c'est un endroit pour prier. Hein? Là, maintenant que vous êtes en Israël, vous allez dans les Beit Knesset, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens, ils ne causent pas. Ils prient. C'est bizarre. Hein? Et ça, dans les synagogues, on prie. Hein? Non, c'est vrai. Il y a une synagogue ici, pas les Kiryat Israël, mais à Kiryat Eliyahu. Les on prie. Et puis vous êtes allé dans d'autres synagogues en Israël, vous avez remarqué qu'on prie. En France, on prie aussi dans les synagogues. Mais qu'est-ce qu'on fait encore? On parle. Voilà. Ça cause. D'accord? Donc il faut le rabbin tape sur la table. Ça suffit. Hein? Ça aide? Non. Non. Ça aide pas. Hein? Donc on le rabbin tape sur la table, parce qu'ils Hein? en général, ils font chut. Alors. Et puis, c'est bien que les gens parlent. C'est leur vie commune. C'est la vie communautaire. Hein? Ici, en Israël, après la synagogue, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils rentrent à la maison. Quand? Eh bien, en France, qu'est-ce qu'ils font après la synagogue, les Shabbats? On fait des kiddos, et tous ensemble. C'est sympa. Ça vous manque ça un petit peu ici. Ça manque. Quand? Pourquoi? Parce qu'en Israël, la synagogue, c'est pour prier. Le Beit HaMidrash, c'est pour étudier. Et puis la vie communautaire, eh bien, il y a d'autres endroits pour cela. Hein? Et puis, c'est la vie d'un peuple. Il y a l'armée, il y a la police, il y a les machins, il y a d'autres. C'est de notre conception de l'existence. Alors, on essaie qu'il faut de refaire, parce que c'est sympa quand même, ce communautarisme. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais fondamentalement, voilà, c'est un petit résidu. C'est très important. Alors, ça, c'est important, une communauté. Mais c'est une communauté, comme on dirait tant, en sens petit. Bien, c'était en Israël, alors on est une grande communauté. Non? Alors, c'est nécessaire pour être un peuple. Israël, c'est nécessaire pour être un peuple. C'est nécessaire pour qu'on se défende. Non? Parce qu'ici, par exemple, vous suivez un petit peu les informations. Non? Vous vous rappelez que je ne voulais pas que vous alliez à Hebron. Vous ne pouvez pas dire que je n'avais pas raison. Vos parents n'ont pas un petit peu peur au Shabbat de ce qu'ils ont entendu les infos? Hein? Voilà. Bon. Alors, vous avez raison de ne pas m'avoir écouté. Bon. Moi, c'est ce que je voulais, moi. Hein? Moi, j'ai mis le parapluie. Nos parents ont pris la responsabilité, ils ont raison. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être fou. Hein, il faut faire attention, il faut être protégé. D'accord? Mais il ne faut pas vivre dans la peur. Non? En France, on vit un petit peu dans la peur. C'est vrai ou c'est pas vrai? On vit un peu dans la peur. Ici, il ne faut pas vivre dans la peur. Donc, il faut aller, il faut se promener, etc. Mais il faut prendre ses précautions. D'accord? Quand vous allez faire pour Hebron, il y avait la Vénéchek, c'était qui vous a accompagné? Daniel. Hein? Daniel Margis. Ah, Daniel Merdi. Ah, il a fait. Alors, il y avait un Vénéchek, puis on fait attention, on va où on va, etc. Mais enfin, c'est sympa, c'est chez nous. Alors, c'est très important le pays, parce qu'on peut se défendre. Si en France, tu dois demander si tu as un problème, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appeler la police. Tu dois attendre qu'elle vienne. Non? Hein? Ça prend du temps. Hein? Ils viennent vite? Non. Ils viennent pas vite. Moi, ça m'est arrivé ça une fois en France, j'ai fait une bêtise. C'était à. Moi, je voulais en voiture. Bien, c'est gentil. Il y a quelqu'un qui m'a fait un queue de poisson. Et puis, c'est entré dedans à cause de ça. C'était deux
des armoires. Non. Non. Ils ont décidé que c'était de ma faute. Je n'ai rien fait, moi. Je suis pacifique. Hein? Non. J'avais ma clé sur moi. Et je suis allé à une cabine téléphonique et j'ai appelé la police. C'était bête, j'ai appelé des amis juifs, ça a été beaucoup plus rapide. La police est venue, parce que voilà, ils m'avaient pris mon permis de conduire. Alors j'ai dit, ils m'ont pris mon permis de conduire. Alors je leur ai dit, voilà, prenez le permis de conduire, et puis faites le constat. Et ils sont partis. On a essayé tout seul à faire le constat avec ces deux montagnes. Oh. Voilà. Je ne suis pas très courageux, moi, vous savez. Malheureusement, je n'ai pas fait comme vous. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je n'étais pas soldat dans l'armée d'Israël. Bon. Alors, ils ont rempli le constat. Alors, moi, je suis quand même un juif, quand même. Bon. Je n'aime pas qu'on essaye de me rouler de ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait, sans qu'ils remarquent, j'ai mis des croix pas où ils pensaient que je les mettais. Et je suis entré dans la voiture. Je suis entré dans la voiture, ils se sont rendus compte. Et ils m'ont poursuivi. C'était à la porte d'Italie. Je me rappelle, c'était à la porte d'Italie. Alors, voilà. La porte d'Italie. Alors j'ai vu qu'ils me poursuivaient, j'avais vraiment peur. Alors ce que j'ai fait, c'est comme ça, je suis allé comme si j'allais tout droit. Et puis il y avait une sortie. J'ai pris la sortie, et ils m'ont raté. Mon adresse, il n'avait pas parce que mon permis de conduire, il avait lancé l'adresse d'Elisabethville, alors il ne pouvait plus me retrouver. Voilà, Baruch Hashem. Et je me suis dit, quelle police, quel machin. Je les appelle, pourquoi? Pour qu'ils me laissent tout seul devant avec ces deux armoires. Alors, je me suis dit, bon, mieux habiter en Israël. La police vient plus vite ici. Plus vite. Si grâce au Shalom vous êtes malade, on arrive ici en 2 minutes. D'accord? On a eu des expériences ici à la Yeshiva. Un élève qui se sent mal et on appelle 101. Ils arrivent combien de temps? Ils arrivent presque immédiatement. C'est un bon pays, Israël. On peut s'organiser, on peut... Alors ça, c'est ce que dit le Meiri. Il dit, c'est ça, Eretz Israël. C'est très important, c'est très important. C'est important pour qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse s'organiser. C'est important, et c'est aussi important sur le plan spirituel. Parce qu'alors on peut prendre... On peut avoir des subventions pour l'étude de la Torah. Hein? La France ne donnera pas des subventions pour l'enseignement du Kodesh. Pourquoi les Kodesh sont si chers en France? Parce que le Kodesh n'est pas subventionné. Pourquoi c'est si cher en Israël? Ça, je ne vais pas vous dire pourquoi. Ça devrait être bon marché en Israël. Mais, il y a des choses encore à améliorer. Hein? Pas tout est parfait. Alors vient le Rav Kook et nous dit, faites attention, Eretz Israël enena davar chitzoni, n'est pas seulement ajouter une chose extérieure, kinyan chitzoni la umma, quelque chose qui est un besoin, une acquisition extérieure à la nation. Quelque chose comme un moyen dont le but est de pouvoir être unifié. Pour pouvoir maintenir notre existence tant matérielle que spirituelle. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ne négligeons pas ça, c'est très important. Pour la plupart d'entre nous, c'est d'abord le premier niveau qu'on a besoin. Mais il nous dit c'est quelque chose d'autre. Eretz Israël, ichativa atzmutit, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. Il y a quelque chose dans Eretz Israël qui est une valeur en elle-même. Eretz Israël, alors c'est ce que toi t'as dit tout à l'heure. Nathan. Pourquoi j'oublie? Non, c'est pas difficile. Nathan, je vais me rappeler. Nathan, on peut le dire de droite à gauche, de gauche à droite, c'est la même chose. Alors c'est facile à ça.
Alors Nathan nous a si gentiment expliqué tout à l'heure que c'est un pays qui a de la Kedusha. C'était la première réponse qui a été donnée, ce n'était pas celle que j'attendais en premier, mais c'est une réponse très très bonne, très importante. C'est une terre qui a une valeur en elle-même. Shura bekesher chayim ima uma. Elle a un lien de vie entre Eretz Israël et la nation juive. C'est-à-dire que la nation juive n'a pas de vie sans Eretz Israël. C'est-à-dire que même lorsqu'on est en exil, la vie du peuple juif tient à son lien avec Eretz Israël. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Vous dites les Birkat Hamazon, vous dites les Birkat Hamazon, vous êtes des gens religieux, vous dites les Birkat Hamazon. Non. Eh bien, la deuxième bracha du Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, vous êtes en France, vous allez manger une bonne baguette, bien française, non? Avec du thon qui vient de Turquie, hein, ou de Tunisie. Avec du fromage, parce que vous ne suivez pas la Rav Ovadia qui interdit de manger du fromage et du thon ensemble, hein, et du poisson ensemble, du fromage, un fromage de Cronenbourg, bon, vrai fromage français. Non? Vous mangez ce sandwich, après que vous l'avez mangé, vous dites Nodelecha Hashem Elokeinu Al Eretz Chemda Tova Urechava. C'est quoi Eretz Chemda Tova Urechava? C'est la France, le pays de délices, bon et agréable, Hashem Natata Lanu, que tu nous as donné. Et la Gemara nous dit, et c'est l'halakha, que si quelqu'un a dit Nodelecha à Amazon, il n'a pas dit Eretz, il a dit Al Eretz, mais il n'a pas dit Chemda Tova, il n'a pas accompli la mitzvah du Birkat Hamazon. Je suis à Paris. Je n'ai pas mangé un fruit d'Eretz Israël. J'ai mangé une baguette française qui est faite avec de la farine qui vient de Russie. Hein? Quel est le rapport avec Eretz Israël? La farine d'Eretz Israël, elle est exportée. En Israël, on mange la farine qui vient d'Amérique. La farine d'Eretz Israël est exportée parce qu'elle est de super qualité. Nous, on achète la farine d'Israël pour faire des chalotes. La femme fait des chalotes. Eh bien, les kilos de farine, c'est de la farine entière, hein, c'est 10 shekels ou 12 shekels le kilo. Farine d'Eretz Israël. Vous allez à la Makolet acheter de la farine, 3 shekels. La farine d'Amérique. Hein? La farine d'Eretz Israël, ça c'est de la farine. Hein? Mais c'est pas ça que vous allez manger. Vous allez manger la baguette française. Eretz Chemda Tova Urechava. Pourquoi? Quel rapport? Eh bien, Rabotai, le rapport est simple. Parce que nous, les Juifs, on sait que nous devons notre vie à Eretz Israël. Où qu'on s'y trouve, où qu'on y est attaché. Maintenant, si vous venez là vous savez que tu habites toi de Marseille? Non, ici. Hein? De Paris. De Paris. Ben, si tu es venu de Paris à Israël, c'est parce que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-père, chaque fois qu'ils ont mangé du pain, ils ont remercié à Kodesh Baruch Hu pour Eretz Chemda Tova Urechava. Donc c'est un lien, c'est-à-dire le peuple juif n'existe que par Eretz Israël. Je n'ai pas mangé du fruit d'Eretz Israël. Mais ma vie à moi, en tant que juif, c'est lié avec Eretz Israël. Il y a ce goût-là. Ce goût-là, c'est quelque chose qui n'est pas du fait de l'action de l'homme. C'est ce qu'on avait expliqué mardi soir, il y a deux kedusha toujours. Il y a deux saintetés. Il y a la sainteté intrinsèque, et puis il y a la sainteté que l'homme y donne. Alors, Eretz Israël et le peuple juif, ils ont une sainteté intrinsèque. Après, on doit ajouter notre sainteté avec les bonnes actions, avec la Torah qu'on étudie, avec, etc. On va rajouter notre part. Alors, il y a, dit-il, que le peuple juif est lié avec Eretz Israël. D'ailleurs, il y a eu des tentatives. En Russie, c'était l'aérobidjan. Bon.
de faire un État juif. Les Russes, si vous voulez, il y a un problème avec les Juifs, a dit on va leur donner un pays. Azerbaïdjan, c'est bien, ils peuvent tous se mettre ensemble, on est machin, ils peuvent mettre des synagogues, ils peuvent se promener avec des kippotes, avec des péotes, des tzitzit dehors, ça dérange personne. C'est grand la Russie. Il faut leur donner un petit morceau de la Russie pour pouvoir faire un État juif. Ça marchait? Azerbaïdjan, vous connaissez quelqu'un qui vient de là-bas? Je ne connais pas. Ici, il y a Yeshiva là. On a eu de Colombie, on a eu de Mexique, on a même eu de France, hein. On a eu de partout, hein. Mais d'Azerbaïdjan, pas encore. Hein. Il y a eu une autre tentative, c'était pas Nigeria, l'Ouganda. Ça marchait? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a essayé de faire des ghettos pour les Juifs. Hein. Ça a tenu un certain temps. Puis ensuite, on a été expulsés. Les quartiers juifs de Meknes, c'était un beau quartier. On a appelé Meknes la Jérusalem du Maroc. Vous connaissez cette expression? Meknes. Il n'y a personne de Meknes ici? Ah là, je ne vais pas vous vexer, alors c'est parce que Meknes, c'est l'aristocratie du judaïsme marocain. Non, c'est pas vrai, je ne vais pas vous vexer. Vous n'avez pas aimé ça. Alors, non, c'est Casablanca. Alors, il y a des quartiers où les Juifs ont vécu en autonomie. Il n'y a rien qui a marché. Le peuple juif est intrinsèquement lié avec Eretz Israël. Il respire par Eretz Israël. D'ailleurs, ça se traduit. Lorsque vous allez vous marier, vous allez vous marier en Israël, alors c'est facile. Admettons que vous allez vous marier à Paris, c'est une grande synagogue, très haut plafond, avec des belles lumières, et puis qui est tournée, on ne sait pas très bien de quel côté. On ne sait pas très bien de quel côté, mais vous allez casser un verre et vous allez dire Yerushalayim, Tishkach Bini, Imlor, Eskerech, Ivalet, Yerushalayim, Al-Rosh Samchat. C'est ça que vous allez dire. C'est-à-dire que le juif, il vit. Car quelquefois, c'est que des paroles auxquelles on ne pense pas, malheureusement. Mais même ces paroles qu'on dit sans y penser vraiment, elles ont leur effet. C'est bien nous dire, le peuple juif, il vit par Eretz Israël. Umitorka, Yefchar la'amod ala tochen של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי ברוח השם משלמוה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קרביה בצבעים טבעיים בכל אורחות של הרגשת הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה מידה של רוח הקדושה העליונה, אבל מלאך חיים ונועם עליון את לבב קודשי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. וואי, longue phrase. Non? Combien de lignes cette phrase? 7. On va essayer de l'expliquer. Ce que dit ici le Rav Kook, c'est que comprendre Eretz Israël ne se comprend pas seulement par la logique. Tout ce qu'on a dit au début, demander qu'est-ce que c'est Eretz Israël, c'était des choses logiques. C'est logique. On se réunit, c'est une mitzvah, personne ne l'a dit, on a oublié de dire. C'est une obligation d'habiter en Israël. C'est pas mal de choses comme ça qui sont des choses logiques que l'on peut expliquer. Et il dit, non, il y a quelque chose d'autre en Eretz Israël, qui n'est pas du domaine rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas du domaine rationnel? Ça veut dire que c'est une réalité spirituelle qui vient d'Hachem Yitbarach et qui ne dépend pas de notre action. Alors il y a un lien entre le fait que le peuple juif a une kedusha intrinsèque. Donc on ne peut pas comprendre vraiment ce texte sans le texte qu'on a étudié mardi soir. Le texte de mardi soir nous explique, le texte de mardi soir, qu'on a étudié mardi soir, il explique la kedusha express du peuple juif. Alors pour vous exprimer ça, il y a un Rav aussi au Yishuv qui a donné un très bon exemple, c'est un Rav kabbaliste du Yishuv, pour exprimer cette idée qui vient de la Kabbalah. Donc quand j'ai expliqué qu'il y a deux saintetés chez les Juifs, il y a une sainteté naturelle qui vient par le fait qu'il est juif, et puis il y a une sainteté qui vient par ses actions. Alors quelle est la sainteté la plus importante? Action. Vous êtes formidable et vous avez raison.
Mais, dit le Rav Kook, ça t'as raison. D'abord, t'as raison. Mais le Rav Kook dit que la sainteté qui vient d'Hachem, elle est infiniment plus grande que la sainteté de nous. Tu as raison que le mérite, c'est ce que nous on fait. Encore. Donc tu as raison. Bon, Moshe? Oui. Moshe a raison. Mais si on veut parler de l'essence même de cette sainteté, c'est qu'il vient d'infiniment plus grande. La preuve, c'est qu'on va mettre dans cette chambre 9 tzadikim. Moshe Rabbeinu, c'est 1. Rabbi Akiva, 2. Rabbi Yochanan ben Zakkai, 3. Rabbi Ovadia Yosef, 4. Rabbi Mordechai Eliyahu, 5, pas faire déjà. Hein? Numéro 6, Baba Sali. Hein? 7, Or HaChaim HaKadosh. C'est bien, Or HaChaim HaKadosh, c'est formidable. 8, le Chafetz Chaim, qui écrit le Mishnah Brura et les Agenda. 9, qui en met le 9e. Rabbi Chaim Pit. Alors, vous mettez ces 9 dans cette pièce. Ils veulent faire Kaddish, ils veulent faire Kedusha, ils ne peuvent pas. Mon cher Rabbi Chaim Pinto. Quoi? Quel Kedusha il y a? Non, on ne peut pas faire Kaddish, on ne peut pas faire Kedusha. Allez, sort de la chambre. Quand? On prend moi. Et puis 9 d'entre vous. On fait milliard. Fais des Kaddish et Kedusha. Comment? Mais nous, on veut pas, même tous ensemble, on ne veut pas un centième de Moshe Rabbeinu, un millième de Rav Pinto, hein? Un millionième de Rabbi Akiva. Hein? Qu'est-ce qu'on est? Et pourtant, on peut faire Kaddish et Kedusha. Pourquoi? Parce que la sainteté intrinsèque des Juifs, c'est beaucoup plus grand que tout ce que les saintetés que l'homme peut faire. Vous l'avez compris. Alors, explique ici de la Rav Kook. Il y a un lien entre la sainteté intrinsèque du peuple juif, qui n'est pas rationnel en ce sens que c'est un cadeau, ce n'est pas quelque chose qui vient de notre action, qui se trouve avec Eretz Israël. Et ces deux saintetés, elles ne font qu'une. Et c'est ainsi qu'Eretz Israël, c'est beaucoup, beaucoup plus, nous dit le Rav Kook, qu'un endroit où on peut se réunir et puis être libre et pouvoir nous organiser comme on le pense. C'est l'essence même de notre identité. Non? Alors, mitorkar, je vais redire la phrase, Yefshar li'amod à la torchen, c'est ce kudat kedushat Eretz Israël, de comprendre qu'est-ce que c'est que cette sainteté d'Israël, d'Eretz Israël. Ou le hotzi le fol et tomek ribata. Et puis essayer de traduire en acte cet amour qu'il y a, cet amour des deux côtés entre Eretz Israël et nous. Par aucune réflexion rationaliste. Seulement avec l'esprit divin qui se trouve dans la nation dans son ensemble. L'empreinte naturelle de la sainteté qui se trouve dans l'âme d'Israël. C'est elle qui crée ce sentiment saint, S-A-I-N, ce sentiment saint de vouloir retourner en Israël. Et donc elle éclaire selon à la mesure de cette kedusha qui se trouve et qui ont pris la vie de l'essence du peuple juif. Alors le Rav Kook, lui, il a compris. Parce que vous savez, actuellement, on ne va pas parler seulement d'il y a 100 ans. Actuellement, il y a des Juifs qui montent en Israël. C'est vrai. Dès qu'ils montent en Israël, ils n'ont pas reçu une éducation sioniste. Par exemple, ils étaient dans une école Lubavitch. L'école Lubavitch n'a pas donné un enseignement sioniste. Ou ils étaient dans des écoles Haredi. Elle n'a pas donné l'éducation sioniste.
où ils étaient à Otsarato. Non? On n'a pas donné, c'était mon école. Je ne dis pas du mal, grâce au shalom, de la Shonara sur qui que ce soit. C'est une excellente école, ce sont vraiment mes amis. Non? Mais on ne donne pas une éducation sioniste. C'est pas, on ne dit pas tous les jours, comme toi tu étais à Israël. On n'a pas les d'Israël à Israël. Non, en fait, à Yom Ha'atzmaut, on disait allez à Yom Ha'atzmaut, on faisait des drapeaux et des machins et tout. Il n'y a pas. Et pourtant, les Juifs font la manière quand même. Bon. Les rabbins ne parlent pas d'Israël. Et les Juifs entendent Israël, malgré les rabbins. Comment ça se fait? Bien parce qu'il y a quelque chose. Vous savez, c'est comme l'inconscient. C'est quelque chose qu'on n'est pas conscient qui est en nous. Alors, il y a en nous, en les Juifs et en Eretz Israël, il y a comment est-ce qu'on appelle ça, un aimant qui lie l'un à l'autre. Non? Donc, on essaie parfois de se débarrasser de cet aimant. Non? Alors, on est libre de faire ce que l'on veut. Mais finalement, l'aimant, il est là. Il est là. Et les Juifs reviennent en Israël. Alors, vous avez des orthodoxes qui reviennent en Israël, ils sont même très nombreux. Et puis, vous avez aussi des gens qui sont laïcs qui reviennent en Eretz Israël. Il y en a même qui reviennent à la Torah. Pourquoi? Alors, c'est sûr, ils ont rencontré un rabbin, ils ont entendu, ils ont regardé un livre, ils ont machin. Non. C'est vrai, non? Et pourquoi ils lisent beaucoup de livres? Pourquoi ce livre-là? Non? Par exemple, y a-t-il l'obligation de vivre en Israël? Non? Eh bien, pourquoi est-ce que si quelqu'un lit ce livre-là, ça lui fait clic? À cause du livre? Pas du tout. Le livre, c'est qu'un prétexte pour animer quelque chose qui est profondément en lui, qui est caché en lui. Non? Alors, ça, il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si les gens étaient logiques, il ne faut pas qu'ils montent en Israël. Alors, c'est pas le... Si je prends sur le plan individuel, c'est vrai qu'on n'est pas très en sécurité en France, mais en Israël, non plus. Alors, en Israël, on va faire l'armée, et puis on va faire des guerres, et on est en danger. Non? Alors, c'est vrai qu'au Mont-Mélis, c'est dangereux, mais on peut habiter au lac. Hein? On peut habiter au lac. C'est vrai qu'à Sarcelles, ça devient pas tellement confortable d'y là-bas. Eh bien, on peut acheter un appartement au milieu du 16e. C'est possible. On peut faire son alliance au 16e. Bon, il faut avoir de l'argent, mais voilà. On peut faire son alliance au 16e, au 17e. Aujourd'hui, ça marche très fort. Non? Et là-bas, c'est des endroits sympathiques. Ou à Saint-Maur-des-Fossés aussi. Il y a des gens qui font la alliance des Créteil à Saint-Maur. Non? Pourquoi? C'est un petit peu plus calme. Hein? Il y a moins de cousins. Oh. Disponible. Voilà. Voilà. C'est tout ça. On aime toutes les créatures de Dieu. Mais on fait quand même attention à notre vie, quoi. On est prudent, disons. On les aime, mais de loin. Hein? On les aime, mais de loin. Voilà, de loin. Voilà. Alors, et pourtant, les gens vont faire. Vous faites votre année en Israël. Vous êtes des inconscients. Votre année en Israël. Il paraît qu'il y en a qui veulent faire l'armée. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Il y en a qui veulent faire l'armée. Alors, faites par Aliyah, faites son armée, habitez à Kochav Yaakov, allez passer Shabbat Chaye Sarah à Hebron. Ils s'en foutent, ces gens-là. Hein? Quand le vidéo Rosh Hashiva, ils s'en foutent. Eh bien, ils s'en foutent. Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de très profondément intérieur. Et je vais raconter une petite histoire. J'ai exactement 3 minutes, je termine avec cette histoire. Il y avait à Montreux un magasin de juifs. Je me rappelle même leur nom. Ça a été un nom, quelque chose de Jan Kubovitch, quelque chose comme ça. Le magasin était tenu par une femme et sa fille. Pendant des années. À part le nom, Kubovitch, non? On ne va pas savoir qu'ils étaient juifs. Ils ne sont jamais venus à la synagogue, jamais. Même pas Kippour à Neila. Même pas Kippour à Neila. Ni pour le Kaddish pour la grand-mère. Jamais, jamais, jamais on les a vus. Pour nous, c'était
comme des Goïs. Vraiment, aucune différence. Hein? Aucune différence. Eh bien, vous voulez savoir ce qui s'est arrivé? La guerre des 6 jours. Et la guerre des 6 jours, l'armée d'Israël, elle a conquis le mont du Temple. Alors, vous allez voir qu'on va pas faire un petit rapidement, parce que c'est ce point-là qu'on va pas se mettre d'accord. Alors, cette femme, elle appelle mon père. Elle a besoin d'appeler un rabbin. Monsieur le rabbin, j'ai pleuré lorsque j'ai entendu le chauffard sur le mont du Temple. Elle dit, quel rapport avec le mont du Temple? Elle a lu par sa Bréchit, elle a lu par sa Noire, elle fait des sacrifices. C'est de rien du tout, complètement assimilé à la société goy suisse, et suisse en plus, hein, de Montreux. Non? Eh bien, cet événement-là, cette histoire que je vous raconte, si vous avez des gens de mon âge, eh bien, il y a des centaines de gens qui vont rencontrer des histoires, sœurs et frères, et c'est à ce moment-là que les Juifs de Russie se sont réveillés. Hein, quelque chose d'extraordinaire. Alors là, on comprend qu'il y a dans l'âme juive quelque chose qui a besoin d'être éveillé parfois, hein, mais qui se trouve très profondément ancré dans notre âme. Et ça, c'est Eretz Israël, les enfants. Ce n'est pas seulement un moyen, c'est quelque chose qui a une sainteté intrinsèque, comme nous a dit Nathan tout à l'heure. Hein, la première réponse est aussi la dernière, que nous a dit Nathan, qui a une sainteté intrinsèque, qui est liée avec la sainteté du peuple juif. Et c'est pour ça que nous, Eretz Israël, ça ne fait qu'un. Alors, le monde entier essaie de nous séparer de notre terre, de nous séparer du Beth Amikdash, de nous séparer de Jérusalem, de dire que d'habiter ici, c'est un crime contre l'humanité. Voilà, et qu'il faut, ce qu'on fait ici, il faut dire, voilà, c'est un livre qui va être imprimé à Kochav Yaakov. Eh bien, le livre de Rav Boshko, c'est de Kochav Yaakov. Là, il faudra marquer sur le bouquin, ça vient des terres occupées, libérées, enfin des terres. Alors vous direz aux gens, voilà, chaque fois que vous voyez ce signe-là, c'est un signe qu'il faut acheter. Ça vient du vrai Eretz Israël, hein, du cœur d'Eretz Israël. Eretz Israël, eh bien, elle fait partie de notre identité. Ce n'est pas seulement un moyen. La France est un moyen pour vivre ensemble. Eretz Israël, c'est une terre qui a la doucha qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas expliquer de manière rationnelle, mais cette réalité qu'a voulu vous faire comprendre Rav Kook. Je dois partir. Je m'excuse, je dois arrêter maintenant. Je dois emmener ma maman quelque part. Alors, je m'arrête maintenant. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là, hein, ici-bas. Bezrat Hashem, je vous donne envie. On peut se revoir. Merci beaucoup.